On va passer à un autre volet, donc celui du recyclage. Comment intensifier le recyclage? Quels exemples audacieux et inspirants peut-on avoir? Pour ça, on aura donc 5, voire même 6 intervenants, puisque Sabine interviendra aussi. Alors, est-ce que Monsieur Aymeric Delannoy est présent de Selexo, de l'entreprise Selexo, donc sur le recyclage de journaux? J'appelle Emmanuel Morvan aussi, de chez Trien Collect. Isabelle Pires de chez Saint-Gobain. Monsieur Hakim Mioubi de chez VK. Et Guillaume Sigier qui doit être sur son stand encore, mais il m'a prévenu qu'il arrivait. Et donc on va commencer donc avec une présentation de la part de Selexo, donc sur l'optimisation de boucles vertueuses dans le recyclage des journaux. Ouais, merci et bonjour à tous. Donc je suis Aymeric Delannoy et je suis technico-commercial pour Selexo. Il faut que je prenne la petite télécommande, ça ira mieux. Du coup, Selexo, pour remettre un petit peu de contexte, on est une marque du groupe Rossel-Lavoie. Et donc le groupe Rossel-Lavoie, c'est le premier groupe de presse et de médias franco-belges qui détient des titres comme La Voix du Nord, le Courrier Picard, ici à Amiens par exemple, et également des télés comme la télé WEO en Hauts-de-France, des radios aussi. Et donc le groupe, depuis un peu plus d'un an maintenant, a initié une logistique inversée pour récupérer les journaux directement chez ses abonnés. Et là, je vais avoir besoin de la présentation. Je n'ai pas fait comme tout le monde, j'ai envoyé un PDF, donc c'est moins facile, c'est ça? C'est bon. Ah, génial, ça marche. Donc voilà, en fait, vous voyez un peu où on s'étend un petit peu sur le territoire, donc principalement dans les Hauts-de-France, dans la Somme, la Normandie avec notre titre Paris-Normandie, l'Union du côté de Reims, et après tous les titres côté belge, mais pour lesquels on ne recycle pas encore les journaux. Donc l'idée du groupe Rossel, c'est évidemment aussi de pouvoir répondre à la politique RSE qu'elle s'est fixée, et de pouvoir s'engager pour son territoire et pour ses habitants. Donc l'idée de cette logistique, c'est de pouvoir permettre à nos abonnés de recycler leurs journaux. Donc ça s'applique pour le moment qu'aux abonnés papier du groupe, et on a commencé avec La Voix du Nord parce que c'était notre titre le plus important. Donc là, on pouvait récupérer aussi le plus de journaux. Et en fait, comment ça fonctionne? On a distribué à nos abonnés un petit aimant, le petit aimant vert que vous voyez là, qui peuvent apposer sur leur boîte aux lettres pour signifier au colporteur de presse qu'ils ont remis leurs vieux journaux dans la boîte aux lettres. Et en fait, le colporteur de presse, lorsqu'il livre le journal du jour, il va récupérer les vieux journaux. Donc les avantages sont multiples. D'abord, ça permet d'avoir une logistique inversée qui n'a pas de kilomètres supplémentaires puisque la tournée reste la même pour le colporteur. Et l'abonné, lui, va faire un geste pour la planète en allant jusqu'à sa boîte aux lettres pour remettre ses vieux journaux, potentiellement désengorger sa poubelle aussi, ça peut être le cas. Et donc là, on aimerait atteindre les 40% taux de retour. Depuis maintenant quelques mois, on a un taux qui augmente. On est autour des 20% aujourd'hui. Donc on a encore une belle marge de progression devant nous. On a pas mal de contraintes. Certains le gardent pour allumer leur feu, pour les épluchures ou autres. Ça, c'est beaucoup aussi dans le Nord. Donc on sait qu'on ne peut pas récupérer tous les journaux. Mais voilà, l'idée, c'est aussi d'avoir une réduction de l'impact carbone du groupe à travers cette logistique inversée. Et aujourd'hui, on a récupéré un peu plus de 4,5 millions de journaux, et ça représente en équivalent 600 tonnes de watts. Parce qu'une fois qu'on récupère ces journaux, on les transforme en watts de cellulose. Donc là, c'est des ballots de 12,5 kg, et en gros, pour un ballot, il faut à peu près une centaine de journaux. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on développe maintenant, la marque d'isolant, donc Selexo, depuis un peu plus d'un an. Alors pourquoi Selexo? On s'est posé la question de qu'est-ce qu'on pouvait faire de ces journaux. Donc est-ce qu'on refait de la pâte à papier? Est-ce qu'on peut faire autre chose? Et c'est vrai que le secteur du bâtiment, c'est un secteur qui est assez polluant. On a parlé beaucoup tout au long de la journée. Mais voilà, qui en est conscient et qui est en plein tournant.
Et aujourd'hui, si je me place vraiment sur le marché de l'isolation biosourcée, ça représente plus de 10% du marché, alors que c'était encore que quelques pourcents il y a quelques années, donc c'est plutôt assez positif. Et ça s'explique aussi grâce aux réglementations qui sont mises en place. Je pense notamment à la RE 2020, qui en fait sont des réglementations qui vont inciter les maîtrises d'ouvrage à décarboner leur activité. Et du coup, ça peut passer aussi par l'utilisation de matériaux comme la ouate de cellulose. Donc nos journaux, on les transforme en isolant grâce à Isoproc, un partenaire qui se situe en Belgique, à 1h30 de Lille. Donc c'est pas un hasard si on les a choisis, c'est une entreprise qui va utiliser 100% d'énergie renouvelable, donc qui est vraiment dans la même démarche que la nôtre, à essayer de réduire au maximum l'empreinte carbone, et donc 40% produit directement grâce aux panneaux solaires que vous pouvez voir ici sur le toit de l'usine. Et du coup, forcément, notre isolant est écologique parce qu'on a un isolant qui est 100% traçable. C'est plutôt assez exceptionnel, en tout cas dans la filière ouate de cellulose. Et en plus de ça, la transformation de la ouate ne nécessite ni eau ni combustion. Donc c'est vraiment une transformation très douce à ce niveau-là. Et grâce à notre logistique inversée, on arrive à récupérer les journaux 100 km supplémentaires. Donc ça, c'est plutôt assez positif. On essaie vraiment d'entraîner cette démarche encore plus loin en recyclant également les emballages de nos sacs. C'est pour ça que vous l'avez vu, ils sont transparents. En fait, on récupère les sacs grâce à un sac de recollecte qu'on distribue à nos artisans et entreprises qui posent l'isolant. Donc ils ont la possibilité de remettre les sacs pour qu'ensuite, nous, on les envoie chez Isoproc où ils vont être retransformés en granulés de polyéthylène naturel et du coup pour refaire d'autres sacs. C'est l'Exo. Merci à tous. Bien, merci. Vous avez compris le système. On posera les questions en fin de table ronde, en fin de tour de table. Emmanuel Morvan, donc oui, bonjour. Pour Try & Collect, nous présenterez une solution pour faciliter le tri sur les petits chantiers. Oui, tout à fait. Donc oui, je représente donc Try & Collect, une entreprise qui va fêter ses 5 ans, qui est d'origine nantaise et qui vient de se déployer dans les Hauts-de-France, puisqu'on a ouvert en avril une agence à Seclin, dans le sud de Lille. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? En fait, nous, on va avoir 2 activités. Donc une principale que je vais développer, et puis je parlerai de la deuxième à la fin. Donc nous, on va faire de la gestion de déchets de chantier, mais de manière triée. Donc on va avoir la même manière de travailler, enfin en fait un prestataire de déchets comme Baudeley ou comme un major du bâtiment Veolia Paprec, mais on va pousser le tri jusqu'au maximum. Donc typiquement, pour ceux qui connaissent donc le chantier, vous avez très souvent des bennes, ce qu'on appelle bennes DIB, donc c'est des bennes de déchets en mélange, et donc typiquement des bennes sur un chantier en phase gros œuvre, c'est des bennes de 8 mètres cubes, des bennes grutables. Et donc nous, en fait, au lieu d'avoir une benne en mélange de 8 mètres cubes, on va avoir, en caricaturant, 8 fois 1 mètre cube de déchets triés. Donc c'est vraiment la logique d'avoir des contenants plus petits, 1 mètre cube ou 2, mais d'avoir une logique de déchets triés. Et c'est vraiment cette logique-là qui va nous permettre en fait d'avoir le taux de recyclage qui est optimisé. Donc voilà, donc aujourd'hui on a un taux de valorisation qui est de 94%. Pour ceux qui connaissent le bâtiment, c'est très élevé et c'est vraiment lié à la matière qui est triée et qui va nous permettre en fait de recycler la matière et de ne pas la brûler ni de l'enfouir. On a collecté 30 000 tonnes depuis qu'on existe et on a 4 500 chantiers en cours et on a un peu plus de 140 salariés. Donc voilà, alors en présence très très à l'ouest, c'est assez clair. C'est assez logique aussi puisque l'entreprise étant nantaise, voilà, s'est développée autour de Nantes et puis après on allait sur les grandes métropoles à proximité de Nantes. Donc voilà, aujourd'hui on est donc de Lille à Toulouse et on va s'attaquer à l'est de la France prochainement. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Alors ça, c'est vraiment notre mode opératoire. Donc on va avoir 2 manières de procéder.
Alors, ah oui, j'ai spécifié. Ok. Donc on va avoir sur un chantier de réhabilitation. Alors c'est un chantier de réhabilitation, c'est assez particulier. Il y a beaucoup de surprises en réhabilitation sur les flux de déchets. C'est beaucoup plus compliqué que le neuf parce qu'en fait, même l'entreprise, elle fait des carottages, elle fait des tests, mais on a toujours des surprises. Donc on va avoir un modèle où on va être sur de la collecte, sur des offres à la collecte, comme un gestionnaire de benne. Et puis on va essayer d'avoir des stations de tri, donc en extérieur ou en intérieur, le plus possible en intérieur. Toujours la même logique, c'est de ne pas dégrader la matière. Faut avoir en tête que, par exemple, le flux carton est très sensible à l'humidité et ça peut empêcher son recyclage s'il y a trop, un taux d'humidité trop fort. Donc le carton, vous en avez dans le carton, vous en avez aussi sur vos plaques de plâtre. Donc dès qu'on peut, on met au moins ces deux flux-là à l'intérieur. Nous, on va avoir des systèmes de collecte régulière, on massifie dans nos entrepôts et après on le transfère à des exutoires, donc à des filières de recyclage le plus localement possible et on délivre des certificats de traçabilité. Ça peut paraître bête, hein, mais aujourd'hui vous avez un système réglementaire qui se met en place de plus en plus contraignant, alors qui va dans le bon sens, mais de plus en plus contraignant pour l'ensemble des acteurs du bâtiment, comme pour les acteurs qui les financent, les banques et les assurances. Vous avez un système type CSRD qui va demander de plus en plus de finesse sur la traçabilité des déchets, ce qui est très bien, puisque ça oblige finalement tout le monde à être rigoureux et respectueux de ce qui peut se faire sur les gestions des déchets. Voilà, et très rapidement, donc sur le neuf, on a une possibilité de travailler au forfait, parce que comme on s'est construit en ayant des données très fines des déchets, on est en capacité de chiffrer un chantier en disant, voilà, un chantier de 60 logements avec telle surface constructible, on est capable de projeter un volume de déchets flux par flux et donc de faire un forfait pour une gestion optimale. Je parle trop. Voilà, et de la même manière, on massifie et on délivre des certificats de traçabilité. Oula. Bon, voilà, ça, je peux passer. Globalement, on a une prestation globale qui inclut tout. On a un gros focus donc sur l'accompagnement au tri, puisque le but, c'est vraiment de changer les pratiques. Et après, bien sûr, mise à disposition du matériel, installation, etc., etc. Voilà, je m'arrête vraiment sur cette photo. C'est vraiment un slide qui synthétise ce qu'on fait. Voilà, Try and Collect, c'est ça. C'est passer d'une benne en mélange à plusieurs contenants triés, et donc qui va permettre d'optimiser le recyclage. Alors, je vais faire un parallèle extrêmement bizarre, mais je suis désolé, j'ai pas trouvé meilleur exemple à ce jour. Je parlais nourriture, peut-être je vais redonner faim après le café. Non, mais faut vraiment avoir en tête que. Alors, donc je prends l'exemple du taboulet, c'est un peu bizarre, mais voilà, quand vous avez un taboulet et que vous avez en fait les grains de semoule, les tomates, les concombres et tout ce que vous voulez à part, tout va très bien pour récupérer que le concombre. Une fois que vous avez mélangé tout le taboulet et que vous avez en fait la peau de la tomate qui se délite, les grains de tomate qui tombent, en fait, allez récupérer des grains de taboulet uniques et purs. En fait, c'est exactement ce qui se passe dans les déchets et dans le mélange des déchets. Et je pourrais vraiment parler de mon autre secteur, hein, sur les collectivités ou dans un parc de bureaux. C'est vraiment la même chose. Hein. Aujourd'hui, vous allez avoir des tasses de café. Le café va couler sur d'autres matières. Ils vont se dégrader. Voilà. La logique vraiment du tri à la source permet une qualité du produit. Et derrière, vous aurez des industriels. Donc Saint-Gobain est un très gros acteur industriel qui va vraiment qui va vous vendre en fait un taux de recyclage. Donc j'ai vu des beaux taux sur les laines de verre, laines de bois, etc. Mais clairement, la limite de la qualité de ce recyclage est clairement la qualité du flux qu'ils récupèrent. Donc aujourd'hui, plus on va pousser la qualité des flux qu'on récupère, plus les industriels vont pouvoir monter en puissance sur leur. Enfin, je crois, je parle voilà. Voilà, et donc ça ressemble à ça, donc des stations de tri sur chantier. Donc on a quand même des bennes parce que on ne peut pas remplacer la benne sur des flux inertes type bois, métal, gravat. C'est des choses qui sont très lourdes, donc on n'a pas vocation à enlever la benne. Mais en revanche, tout le reste, on va le gérer en petits flux, ce qui va gérer le modèle qu'on propose. Voilà, et ça, c'est des exemples donc, de chantiers qu'on a dans le Nord. Donc voilà, c'est des statistiques à jour. Donc vous voyez, c'est des très belles statistiques dont on est fier. Hein. Donc je vais prendre la plus grosse pour me faire plaisir. Donc 98% de valo global, donc éclat à l'homme, dont 74% de valorisation matière. Donc les chiffres ADEME aujourd'hui ils mettent en face au niveau national la valorisation matière, c'est 20% sur des chantiers en France. Voilà. Donc nous on est à 74% et la valo énergétique donc 23%. En sachant qu'aujourd'hui, le principal frein
qu'on rencontre, nous, de valo énergétique, c'est plutôt des filières industrielles. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de la membrane bitumineuse. Aujourd'hui, il n'y a pas de filière qui recycle de la membrane bitumineuse, donc c'est par définition un flux qui finit en incinération, mais aujourd'hui, c'est des flux qu'on récupère triés. Voilà, donc ça va dans le bon sens. Voilà. Et puis je finis sur une dernière offre. La seule autre offre qu'on a sur la gestion de chantier, c'est la déconstruction sélective. Donc très rapidement, c'est sur des phases plutôt de déconstruction, de réhabilitation. C'est être à côté d'un démolisseur ou d'un cureur. Et nous, on va identifier, sélectionner et déposer qualitativement tous les flux. Donc ce que nous on appelle flux, c'est des matières qui pourraient être réemployées plutôt que recyclées. D'accord ? Donc typiquement des dalles de plancher techniques, des BAES, des sanitaires. Enfin voilà, il y a plein de flux aujourd'hui où il y a des filières qui recyclent extrêmement bien les matériaux. Et donc nous, on est l'opérateur qui coordonne la dépose, le conditionnement et le transfert aux filières. Voilà. Et j'ai respecté mon temps. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et donc du coup, je vais faire un passage. Du coup, on parlait d'une entreprise ce matin. Il y a la Maison de l'économie sociale qui présentait au PTCE Pays de Bray différentes sociétés qui étaient au sein de cette structure. Et donc, je voulais vous parler de Recyc Matériaux. Recyc Matériaux, pour faire le lien avec les deux interventions qui vont se faire juste après moi. Recyc Matériaux, qui est, comme on le disait ce matin pour ceux qui étaient présents, une entreprise avec une entreprise d'insertion également, qui a une de ses activités qui est le démantèlement de fenêtres. Et dans ce démantèlement de fenêtres, donc du coup, c'est un acteur qui travaille. Je n'ai pas la zapette. Du coup, démantèlement des menuiseries vitrées en fin de vie, des postes préservantes, des constructions sélectives, c'est ce qu'ils peuvent proposer également comme intervention. Ils sont dans la dynamique territoriale matériaux sol. Donc, on parlait ce matin d'un projet plateforme de tri. Donc, Recyc Matériaux est l'entreprise d'insertion qui gère les activités de dépose, préservante, curage sélectif et les ateliers de valorisation et de démantèlement. Et c'est par rapport à ce point-là particulièrement que je fais une petite transition. Pour les situer, installation en Picardie verte, en Oise Ouest. Donc, c'est pas si loin que ça. On reste quand même dans un secteur géographique où vous pouvez tout à fait faire appel à eux. Un focus particulier sur l'atelier de valorisation et de démantèlement. Donc, ils sont attributaires des marchés des éco-organismes pour la collecte et le traitement des menuiseries vitrées. Pour la collecte des menuiseries vitrées, ils interviennent aussi bien sur l'Oise, la Somme et la Seine-Maritime. Donc, ils ont quand même une zone de rayonnement assez large. Donc, ils ont des contenants appropriés avec des bennes, des racks verticaux et des chevalets centraux pour éviter effectivement qu'il y ait des débris de verre et qui s'abîment pendant le transport. Et ils sont du coup adhérents à Récif, au réseau national des démanteleurs. En séparant chaque fraction, ils mettent aux menuiseries vitrées une valorisation à 98% en boucle fermée, grâce à une ligne de démantèlement et à leurs équipes. Donc, du coup, ça permet de récupérer et le calcin propre, calcin souillé, malheureusement également, du bois, du PVC, d'où la transition avec VK et Saint-Gobain, et du DIB. Et donc, voilà un petit peu leur ligne de démantèlement, qui est vraiment au tout début de leur activité, mais qui est prometteuse, j'ai envie de dire, puisque sur le secteur géographique, il n'y a pas énormément de prestataires de ce type. Voilà, donc du coup, je vais passer la main et la zapette à Isabelle Pires de Saint-Gobain. Je vais commencer par me présenter pendant que la présentation arrive. Donc, je suis Isabelle Pires, je suis responsable habitat durable pour Saint-Gobain Solutions France. C'est la structure transversale de Saint-Gobain. Mon rôle est de représenter l'ensemble des marques du groupe, à la fois industrielle et distribution en région nord et est. Et on a aussi un rôle d'accompagnement des acteurs de la construction ou de la rénovation sur des thèmes transversaux à l'ensemble des marques. Des choses que vous connaissez probablement, qui sont la décarbonation, évidemment, la gestion du confort d'été, mais en ayant le moins recours possible à la climatisation, donc en travaillant surtout sur la qualité de l'enveloppe, et puis également sur la mise en œuvre effective de l'économie circulaire sur les chantiers. Et donc c'est le sujet qu'on va présenter aujourd'hui. Donc tout d'abord, le groupe Saint-Gobain, on est fabricant de matériaux de construction, on est aussi distributeur.
Bien sûr, en amont, pour adapter nos offres, nous travaillons beaucoup sur la R&D et sur la conception de systèmes innovants. Mais surtout, on a rajouté une brique en 4 qui s'appelle recyclage. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que tout simplement, en tant que fabricant, on est metteur en marché, c'est-à-dire qu'on est à l'initiale de la boucle, c'est-à-dire que nous mettons sur le marché des matériaux. Nous sommes d'ailleurs adhérents aux éco-organismes et nous payons l'éco-contribution. Et puis surtout, comme on est fabricant en France, on est aussi exutoire pour la matière secondaire issue du traitement des déchets, des déchets de la construction. Donc en fait, on est aussi à la fin de la boucle, c'est-à-dire en tant que fabricant, et on intègre en fait cette matière secondaire dans nos propres procédés. D'où l'importance pour nous. Et vous allez comprendre tout de suite dans la slide suivante à quel point c'est important pour nous. Quelques exemples pratiques sur des marques que vous connaissez. Donc d'abord Placo. Placo, c'est le champion du recyclage de la plaque de plâtre en France. C'était presque 100 000 tonnes de plaques de plâtre recyclées en 2023. C'est plus de 100 000 tonnes en 2024. Et la captation de ce gisement a permis le développement et la commercialisation d'une plaque de plâtre Infinaé qui contient plus de 50% de matière recyclée. Le vitrage, mais je vais le détailler après un peu plus en détail, c'est plus de 80 000 tonnes de calcin externe recyclé. Dans ce calcin externe, vous allez retrouver essentiellement des chutes de coupe issues des ateliers de transformation, mais aussi pour une part croissante, et c'est aussi l'enjeu des années à venir, de calcin dit fin de vie, qui est issu du traitement des vitrages en fin de vie. Et c'est le sujet qui va nous occuper dans la suite de la présentation. Tout ça a permis également le développement et la commercialisation d'une solution à haut contenu recyclé qui s'appelle Orae et qui présente aussi l'avantage d'être bas carbone, mais ça je vous l'expliquerai après. Et puis dernier exemple que je veux rapidement vous présenter, Isover, laine de verre. Alors la laine de verre a la particularité d'avoir déjà un contenu recyclé très élevé, de 50%, mais contrairement au plâtre et au verre que je vous ai présenté précédemment, où on fait de la boucle fermée, c'est-à-dire qu'on va recycler des produits en fin de vie et on va les recycler sans dégrader leurs caractéristiques, en reproduisant exactement le même produit. C'est le cas pour le plâtre, c'est le cas pour le vitrage. Pour la laine de verre, on va faire de la boucle ouverte pour l'instant, avec du recyclage de bouteilles, essentiellement dans la laine de verre. Alors on a quand même développé une filière qui s'appelle Isover Recycling, ce qui est encore en cours de développement, et on a commencé à recycler des laines de verre en fin de vie. Voilà. Alors ce type d'action a vocation à se développer, mais c'est aujourd'hui encore en développement. Et on a aussi développé une solution Lanae à base de liant biosourcé, donc pareil avec des solutions renouvelables. Alors je ne détaille pas les autres présentations. Là, Sabine m'avait demandé de présenter en particulier l'exemple du vitrage, qui est assez remarquable. Donc le verre a ça de remarquable qu'il est recyclable à l'infini, c'est-à-dire que vous pouvez le recycler autant de fois que vous le souhaitez, sans jamais dégrader ses caractéristiques. Donc avec du verre recyclé, même à 100% recyclé, vous allez avoir les mêmes caractéristiques techniques, mécaniques, résistance, optique, esthétique. Donc vous allez pouvoir proposer avec du vitrage recyclé exactement les mêmes produits. Vous ne ferez pas la différence entre un verre recyclé et un verre non recyclé. Et tout ça, évidemment, par rapport aux acteurs qui suivent la chaîne, c'est sans modifier leur procédé de transformation. Vous aurez les mêmes conceptions de bâtiments, les mêmes épaisseurs de vitrage, les mêmes mises en œuvre sur les chantiers. D'accord ? Alors, l'enjeu, on en a parlé, et je crois qu'il y a une mise à jour qui est prévue, on en a parlé ce matin. L'ADEME avait sorti un rapport de préfiguration de la REP et avait estimé le gisement à 200 000 tonnes par an de vitrage en fin de vie à recycler. Il faut savoir qu'en 2019, les chiffres montraient qu'à peine 6 000 tonnes étaient recyclées et encore en boucle ouverte, c'est-à-dire en dégradant les caractéristiques du verre plat. Plus de 194 000 tonnes étaient soit enfouies, soit utilisées en remblai, ce qui est quand même assez dommage. Et à partir de 2019, on a commencé à travailler au niveau de Saint-Gobain. Alors pourquoi le calcin, c'est si important pour l'industrie du verre ? Il faut que vous reteniez 2 points clés en fait par rapport à ça. C'est d'abord la préservation des ressources, puisque quand vous faites de la boucle fermée, c'est la seule manière de faire de la gestion durable des ressources. C'est pour ne pas épuiser les ressources naturelles et notamment le sable. Quand vous introduisez 1 tonne de calcin dans un four, vous évitez l'extraction de 1,2 tonnes de matière première vierge. D'accord ? En gros, vous retenez que pour fabriquer 1 tonne de verre, vous devez introduire dans le four 1,2 tonnes de matière première vierge, et vous avez 200 tonnes qui vont être évaporées dans l'atmosphère, d'accord ? Et notamment sous forme de CO2. D'accord ? Donc la préservation des ressources. Le deuxième élément, et je viens de vous en parler,
les matières premières vierges sont à base de carbonate, et lorsqu'elles sont introduites dans un four à haute température, elles vont émettre du CO2. C'est ces fameux 200 kg, en fait, qui sont évaporés dans l'atmosphère. Du coup, le fait d'utiliser du calcin qui a déjà subi cette opération de décarbonatation permet de décarboner la fabrication du verre plat. Donc en fait, c'est du 2 en 1. Quand on fait du recyclage en boucle fermée, vous préservez les ressources et vous décarbonez la production. L'introduction d'une tonne de calcin dans un four permet d'éviter l'émission de 700 kg de CO2 en prenant les scopes 1, 2 et 3. Donc vous comprenez que c'est très, très important, et quand on est industriel et qu'on a des enjeux de décarbonation et de pérennité de notre activité, il était essentiel qu'on développe ce sujet-là. On a travaillé avec des partenaires qu'on a regroupés au sein d'un réseau qu'on appelle Saint-Gobain Glass Recycling. Ce sont des partenaires externes au groupe, mais qui ont été accompagnés, formés, avec lesquels on travaille tous les jours pour que la qualité du calcin qu'ils produisent soit compatible avec la qualité du calcin nécessaire à la fabrication de verre plat. Donc là, vous avez la carte de France qui est régulièrement mise à jour parce qu'on recrute encore des recycleurs, enfin des collecteurs et des traiteurs de déchets. Et vous avez la courbe en fait du calcin recyclé dans nos usines et du calcin issu du traitement des vitrages en fin de vie. Donc on a commencé modestement en 2018 avec quelques kilos, et fin 2024, on espère dépasser 6000 tonnes, qui est déjà assez remarquable en termes de résultats. Alors, concrètement, pour vous, en tant que maître d'ouvrage ou en tant qu'acteur de la chaîne, pour éviter que cette matière première soit malheureusement utilisée en enfouissement ou en remblai et qu'elle soit vraiment valorisée à sa juste valeur, ça va être important qu'à chaque échelle, à chaque étape de la boucle, en fait, chaque acteur puisse influer pour favoriser ce recyclage en boucle fermée. Donc, au niveau de la maîtrise d'ouvrage, ça va se jouer au niveau des documents d'appel d'offres, en demandant bien sûr la boucle fermée, en exigeant des certificats, des attestations de recyclage en boucle fermée. Et puis au niveau de la maîtrise d'ouvrage, ça va surtout leur éviter de payer 2 fois le traitement. C'est-à-dire si vous ne traitez pas, si vous ne triez pas correctement les produits, vous allez payer pour leur enfouissement, mais vous allez aussi payer l'éco-contribution au moment de l'achat des matériaux neufs. Donc c'est quand même un peu dommage. Donc voilà, ça c'est hyper important. Et ça c'est le démarrage de la boucle. Après, bien sûr, au niveau des entreprises, au niveau des cureurs, il va y avoir quelques règles à respecter, notamment respecter l'intégrité du vitrage au moment de la collecte, de la dépose et du stockage. Ensuite, ce cureur va faire appel à un gestionnaire de déchets qui, lui, va collecter et traiter. Là, on conseille bien sûr de travailler avec des adhérents au réseau Saint-Gobain Glass Recycling qui, eux, vont garantir que le produit pourra être effectivement recyclé en boucle fermée. Et puis le gestionnaire de déchets va travailler conformément à notre cahier des charges, au cahier des charges de Saint-Gobain Glass, et il pourra revendre le calcin pour fabriquer à nouveau du verre plat. Et comme je vous disais que ce calcin a la particularité de pouvoir à la fois être positif pour la gestion des ressources, mais également pour la décarbonation, ce calcin va aussi permettre de fabriquer des verres bas carbone de type Orae, qui est le verre bas carbone dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et si tout le chantier a été correctement tracé à chaque moment, et là on prend l'exemple d'un grand chantier qui est déclaré sur le système MyValobat, on pourra également fournir à la maîtrise d'ouvrage des attestations de recyclage en boucle fermée avec des économies de ressources naturelles et des tonnes de CO2 évitées. Donc voilà, typiquement le type de certificat qu'on sait fournir avec un chantier spécifique. Voilà. Alors juste l'exemple d'Orae, juste pour vous donner quelques éléments. Orae, c'est une empreinte carbone de 6,64 kg de CO2 par mètre carré pour un verre de 4 mm. Pour vous donner un ordre d'idée, un verre classique va avoir une empreinte carbone de l'ordre de 10 kg. Donc c'est une empreinte réduite de 30% par rapport aux produits de base. C'est bien sûr validé dans des fiches de déclaration environnementale et sanitaire sur la base IGNES. Ça, c'est très important pour la transparence des datas. Et sur le produit, donc le produit de base, moins 30%. Sur le produit transformé en vitrage isolant, l'impact carbone sera de 15 à 20% selon les compositions de vitrage. D'accord ? Donc un impact assez important par rapport à la façade. Voilà. Donc là, j'en ai fini pour la partie vitrage. Et je voulais juste présenter très très vite, mais là je vais vraiment passer rapidement.
On a également dans le groupe une Placo, champion du recyclage, en boucle fermée, notamment des plaques de plâtre. 600 000 tonnes de déchets générés par an, près de 100 000 tonnes recyclées par Placo. C'est une longue histoire, hein, plus de 15 ans d'expérience sur le sujet. C'est une filière qui est plus mature que celle du vitrage et que vous connaissez probablement. Donc voilà, une très belle expérience. Et puis la fameuse plaque Infinaé avec un taux de recyclé très élevé à plus de 50%. Et puis surtout, la proposition maintenant d'un système complet à fort taux recyclé qui permet d'associer en fait tous les produits du groupe à fort contenu recyclé. Bien sûr, la plaque de plâtre Infinaé avec plus de 50% de contenu recyclé, mais aussi une laine de verre par Phonic Lanaé qui contient, qui est à 50% pour les standards, mais sur cette référence-là, on s'est monté à 74% de contenu recyclé, et avec une ossature placo-style, avec également un contenu recyclé de 75%. Voilà. Donc voilà, ça montre le meilleur de ce qu'on sait faire au sein du groupe, avec un engagement très fort sur l'économie circulaire et sur des contenus recyclés très élevés. Voilà. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu de ne plus jeter vos vitrages dans des bennes mélangées et qu'il faut absolument sauver ce vitrage vers des voies beaucoup plus vertueuses. Et vous montrer également que le groupe est fortement engagé dans cette économie circulaire. Voilà. Merci à vous. Bien, merci Isabelle pour cet exemple qui illustre comment le groupe Saint-Gobain évolue. Monsieur Mioubi, il me semble que vous avez une présentation aussi. Donc vous représentez l'entreprise VK et on va parler avec vous de PVC recyclé. Ok. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, c'est très bien de passer après Saint-Gobain, puisque finalement, je ne vais pas avoir grand-chose à dire. Il suffit de remplacer le nom Saint-Gobain par VK, et puis vous avez compris notre logique. D'autant plus que nous sommes, en matière de recyclage, partenaires, et partenaires aussi de Tricycle, je ne me trompe pas de nom, hein. Try & Collect, pardon. Puisque sur des chantiers de rénovation, effectivement, les fenêtres PVC vont passer par Try & Collect, qui va les démonter, envoyer le verre chez Saint-Gobain et le PVC chez VK. Voilà, alors, c'est le bouton rouge en haut pour bouger. Ah, de droite, ok, parfait. Alors déjà, pour présenter VK à ceux qui ne nous connaissent pas, donc VK est un groupe allemand créé en 69 qui est aujourd'hui leader mondial de l'extrusion de profilés PVC pour menuiserie. Mais nous sommes aussi un acteur majeur du marché français puisque nous sommes présents en France depuis 1988 avec une usine dédiée au marché français qui est installée à Thonon-les-Bains et qui produit 95% des profilés que nous commercialisons en France auprès de fabricants de menuiserie qui sont vos interlocuteurs, notamment en région Hauts-de-France. Pour en revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, VK est un acteur engagé dans l'économie circulaire depuis 1993. Je dis bien depuis 1993, depuis plus de 30 ans, avec le recyclage en boucle fermée des menuiseries PVC. Donc je vais revenir un peu plus loin en détail sur cette particularité. Voilà, alors la menuiserie PVC donc, est un modèle d'éco-conception par nature. C'est déjà une solution qui est performante en termes d'isolation. C'est aussi une solution qui est 100% recyclable en boucle fermée, déjà parce que sa conception facilite la dissociation des composants et leur recyclage. Et puis, nous sommes aujourd'hui d'obtenir une matière recyclée de qualité identique à la matière vierge. Donc, garantir des profilés de qualité identique, sans perte de performance et sans perte de durabilité. Et puis le bilan environnemental du PVC recyclé est intéressant puisque 1 kg de PVC recyclé permet d'économiser 2 kg de CO2. Alors, ramené à l'échelle de tonnes, donc c'est une tonne 1000 kg, c'est 2000 kg de CO2 économisés.
Voilà, donc je vous ai parlé tout à l'heure du rôle pionnier de VK en matière d'économie circulaire. Bien, nous avons créé notre propre filiale de recyclage. Donc, en interne dans le groupe, nous avons la filiale VK Recycling avec 3 usines en Europe, l'historique en Allemagne, une en Angleterre et depuis 2008, une usine française qui est à Vendeuvre-sur-Mars, dans le département de l'Aube, alors malheureusement qui n'est pas dans la région Hauts-de-France. La semaine dernière, j'ai dit la même chose à la région Bourgogne-Franche-Comté. Elle n'est pas en Bourgogne-Franche-Comté, elle est à la limite des 2 territoires dans la région Grand Est. Ces 3 usines représentent en Europe une capacité de traitement annuel de profilés de 120 000 tonnes, ce qui est extrêmement important. L'usine française, elle, a une capacité de traitement de 25 000 tonnes de profilés. Il faut imaginer que ça représente à peu près 50 à 60% du gisement actuel que nous avons en France. Vous voyez que nous avons un rôle majeur. D'ailleurs, cette usine est le premier exutoire en France pour le recyclage des profilés PVC. Elle est adossée, chose importante, à un réseau de 250 collecteurs sur tous les territoires, et notamment en région Hauts-de-France. Et si vous voulez avoir plus de renseignements sur ces collecteurs, vous avez ma collègue qui se tient là-haut, donc France Fourquet, qui est la responsable pour la région Hauts-de-France de VK Recyclage. La matière que nous fabriquons dans cette usine, elle est certifiée par le CSTB, elle est certifiée QB34, donc ce qui garantit sa qualité de matière vinylique et donc la qualité des profilés. Nous avons 2 usines dans le groupe qui bénéficient de cette certification, l'usine allemande et l'usine française. Et en plus, et là nous marquons notre différence par rapport aux autres acteurs de la profession, nous garantissons l'origine fin de vie de cette matière recyclée. C'est-à-dire que nous garantissons que cette matière recyclée, elle vient du recyclage de menuiseries en fin de vie, issues de chantiers de rénovation, de réhabilitation et de démolition. Ça, c'est un point important dans l'idée d'économie circulaire. Le procédé mécanique qui est intéressant, c'est le procédé de recyclage et mécanique, ma pensée va plus vite que mes mots. C'est un procédé mécanique par cisaillage, broyage. On va éliminer tout ce qui n'est pas PVC, le verre, les métaux ferreux et non ferreux vont partir dans leur filière de recyclage. On va filtrer la matière jusqu'à obtenir une matière pure. Et le grand avantage, c'est que ça génère 17 fois moins de CO2 par rapport à la fabrication de matières vierges. Et c'est vraiment ce levier qui va nous permettre ensuite de réduire fortement l'impact de carbone des menuiseries dans lesquelles nous allons intégrer cette matière. Donc nous avons développé ce processus en boucle fermée qui nous permet donc de parler aujourd'hui, qui permet à nos clients, plutôt fabricants, de concevoir des menuiseries PVC bas carbone. Et l'aboutissement de cette démarche, c'est la publication au printemps 2023 de 4 FDES sur la base Ignies, FDES version A2. Et je vais terminer, alors voilà, je passe rapidement sur les résultats qui sont donnés par les FDES, et vous aurez la possibilité de les voir ensuite. Voilà, par la démarche VK Recyc, qui est notre démarche d'éco-conception la plus aboutie, puisque nous garantissons donc l'origine fin de vie de la matière, mais en plus, nous assurons un taux d'intégration de 65 à 70% de matière recyclée fin de vie. Ce qui nous permet de réduire le poids carbone à un niveau proche des 50 kg. Alors, retenez bien ce chiffre, parce qu'il est important. 50 kg, c'est le poids carbone d'une menuiserie en bois d'essence tempérée d'origine européenne. Nous arrivons, en intégrant jusqu'à 70% de matière recyclée, à être finalement, à avoir des menuiseries aussi vertueuses que les menuiseries en bois. Donc là, vous avez la comparaison en ACV statique sur 30 ans, entre les FDES VK Recycle, les FDES bois Codifab, et puis nous sommes bien entendu beaucoup moins impactants que la menuiserie aluminium. Alors j'en arrive à la fin, puisqu'il me restait quelques minutes, c'est ça ? Parfait. Voilà. J'ai intégré ici les éléments de langage que vous, maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre, pouvez inclure dans vos cahiers des charges, aussi bien pour le recyclage des menuiseries que pour avoir des menuiseries PVC bas carbone, et puis aussi pour les FDES naturellement. Et j'en arrive à la fin, voilà, avec cette question que vous pouvez vous poser.
Voilà. Et si la menuiserie PVC bas carbone était l'avenir de la menuiserie? Je vous laisse y réfléchir avec notamment ces belles couleurs de fenêtres qui vous montrent qu'on ne fait pas que du blanc dans la menuiserie PVC. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et j'en profite pour rebondir sur la question des clauses environnementales. Peut-être qu'il n'y a pas Respost, mais on a un site internet qui a été développé par nos collègues du CD2E qui ne sont pas présents aujourd'hui, mais pour mettre à disposition des acheteurs publics et privés des clauses à destination des marchés publics. Et donc, on serait ravis d'en discuter si... Dernière intervention de la journée, il me semble. Guillaume Sigier, de NeoEco. Bon, je ne vous cache pas, on se connaît, on travaille beaucoup ensemble sur d'autres sujets que le réemploi. Mais donc voilà, NeoEco, un bureau d'ingénierie en bordure lilloise. Très bien, merci beaucoup Cyril. Et je me permets de rebondir justement sur le fait de travailler ensemble. C'est juste une petite information. La semaine passée, on a eu la chance de représenter la région Hauts-de-France. Donc, c'est qu'il y a pas mal de personnes de la région aussi ici. Et dans le triangle de Weimar, donc, qui occupe plusieurs pays, notamment la France, la Pologne, l'Allemagne, et puis là l'Ukraine qui était avec nous aussi. Et juste pour information, il semblerait quand même qu'on soit bien en avance dans la région Hauts-de-France sur les thématiques d'économie circulaire et sur la thématique notamment du réemploi. Donc c'était juste pour alors c'était pas question de dire on était avec tous ces gens-là, mais réellement on a une avance et je pense qu'il faut pouvoir la cultiver au maximum. Donc le fait de tous se voir là ici, c'est plutôt une bonne chose, c'est que on a tous envie de continuer à y aller et puis de réussir à avancer. Alors je ne sais pas si c'est lourde tâche, dense tâche, je ne sais pas comment dire ça, mais d'ouvrir un peu le spectre aussi et puis de réussir à reparler plutôt d'éco-conception. Parce que aujourd'hui, il y a quand même ce phénomène qui est hyper important, l'éco-conception. Juste un petit point pour commencer, parce que finalement, que ce soit les maîtrises d'ouvrage aujourd'hui, que ce soit les différents acteurs, on travaille tous pour un consommateur à un moment donné. Donc c'est voilà, comment est-ce qu'on arrive à travailler sur ces consommateurs, et dans l'éco-conception notamment, l'un des premiers points qu'on évoque, c'est de se dire finalement qu'est-ce que les consommateurs veulent. Et donc, alors ça remonte un petit peu, c'était en 2001, c'est Greenflex qui avait travaillé ça sur une étude ADEME notamment, et c'était donc 80% des Français ont besoin de preuves pour croire aux engagements des marques en termes environnementaux. 80%, c'est pas rien. Et c'est justement, on voit qu'il y a plusieurs axes à travailler dessus. Donc première chose, c'est de se dire comment est-ce qu'on communique correctement sur les différents axes. Et pour ça, la communication, ça passe par des actes. Et donc, dans la communication responsable, on a besoin d'être précis, on a besoin de mesurer, et on a besoin de donner donc du chiffrage, des indicateurs qui sont prouvés et prouvables, de la pertinence également dans ce qu'on va communiquer pour éviter le greenwashing justement, de la compréhension et de l'accessibilité également à l'information pour être certain que tout ça puisse être mis en avant. Donc voilà, c'était juste pour redonner quelques petits axes parce qu'aujourd'hui on a beaucoup d'outils qui sont en train d'être mis à disposition pour réussir à renforcer ces différents axes. C'est aussi l'un des buts de l'ADEME aujourd'hui, de pouvoir mettre en avant ces différents indicateurs. Et puis, il faut les mettre en application au mieux. Bref, je vais essayer de ne pas être trop bavard parce que je suis toujours très très bavard, donc je vais essayer d'aller assez rapidement. Je vais d'abord dézoomer sur... Finalement, avant de parler d'éco-conception, il faut peut-être parler aussi de matière que l'on va avoir. Nous, c'est notre approche souvent, c'est de se dire, on travaille sur de la déconstruction, etc., on verra les différents métiers rapidement, mais on a d'abord de la matière. On a parlé beaucoup de la matière, c'est ce qui nous permet de faire nos produits aujourd'hui. Et ces matières, on peut les retrouver dans différents domaines. Ce que je veux montrer ici, c'est que qu'on soit sur les produits issus de la déconstruction, de la réhabilitation, du domaine du bâtiment, du domaine de l'aménagement, qu'on soit sur des laitiers de hauts fourneaux qu'on connaît bien dans le domaine du bâtiment également, pour en faire des ciments bas carbone, qu'on soit sur des sédiments, et puis là on peut lever le drapeau comme il le faut dans la région Hauts-de-France parce qu'on travaille beaucoup sur les sédiments avec la région et puis avec le CD2E également. Ce sont des matières finalement, les boues de dragage, enfin toutes les matières qu'on peut avoir. Ce sont des matières finalement, et des matières qui sont nécessairement utilisées sur un territoire. Ce n'est pas fait aujourd'hui de manière systématique, mais ce sont des matières qui proviennent du territoire et qui doivent être intégrées finalement dans nos process de fabrication
locaux. C'est l'un des moyens de réussir à reproduire local également. Bref, je me fais un peu porteur de la démarche, mais c'est nécessaire. On a des quantités, des gisements. Là, on a le canal Seine-Nord, par exemple, qui va générer des quantités astronomiques, à peu près 50 millions de tonnes de matière qui vont être générées sur la partie Hauts-de-France. On a des gisements hyper conséquents. Les sédiments de dragage, ça représente des millions de tonnes également. Donc, c'est des matières qu'il faut réussir à aller chercher finalement pour réussir à concevoir. J'essaye de pas trop m'étaler dessus. Et d'un autre côté, on a des besoins de fournir des produits. Et là, on a quelques représentations, par exemple. Mais sur l'exemple des minéraux aujourd'hui qu'on a besoin de pouvoir intégrer, on peut intégrer des minéraux à la fois dans les ciments, à la fois dans les différentes déclinaisons de béton, qui sont quand même les premières sources d'utilisation de produits, la plupart du temps dans le monde du bâtiment. Les préfabriqués, les couvertures, par exemple, les éco-modelés, du plâtre, des techniques routières, des composites, et de la valorisation agronomique notamment. Tout ça pour en venir à quoi? Bon, bref, très rapidement, Ménéo-Éco, donc on existe depuis un peu plus de 15 ans maintenant, 2008, donc on a été pris un peu pour des fous au début à travailler sur les dynamiques d'économie circulaire, parce que personne n'y croyait vraiment, ou alors tout du moins c'était ok, mais on va surtout pas en parler si jamais on en fait, on va pas en parler à nos clients parce que ça risque de leur faire peur, et puis surtout il faut que ce soit économique. Donc on a gardé ce lead-là en se disant, il faut que ce soit économique, il faut que ce soit environnemental, il faut que ce soit technique, parce que si jamais c'est pas technique, à un moment donné, le produit ne sera pas mis en place. Et puis surtout, local et social également pour la création d'emplois. On a différents métiers et je vais vraiment préciser sur la partie, je vais dire, écomatériaux filières et stratégie notamment, pour la partie éco-conception. Mais pourquoi intervenir aussi sur une journée réemploi? C'est qu'on travaille beaucoup sur le réemploi aujourd'hui. On sait que le réemploi est essentiel. On n'est pas toujours obligé de concevoir, on peut simplement réemployer et parfois réutiliser, même si c'est tombé dans un statut de déchet. Mais dans la conception, il faut aussi revenir vraiment sur l'essentiel, sur les basiques, et on va revoir quels sont les différents basiques que l'on peut travailler. Bref, on travaille sur des plateformes, etc. Il y a plein de domaines. Ce que je veux faire d'abord, c'est le dézoom de comment est-ce qu'on travaille depuis des années sur les écomatériaux et sur les écoproduits, donc depuis 2008. C'est qu'on part toujours d'un contexte et d'enjeux qu'on va avoir dans un domaine, qu'on va avoir sur un territoire. Et ce contexte et ces enjeux, finalement, vont être liés à ce que l'on a de présent. On parlait des matières, des matériaux disponibles, par exemple. Le premier contexte et le premier constat, c'est de se dire, on a des gens qui doivent se défaire de déchets, on a certains qui doivent fabriquer des produits, et on a une problématique environnementale. Comment est-ce qu'en mettant des jalons techniques et économiques maîtrisés, on arrive finalement à faire quelque chose qui soit viable sur une localité qui est la plus proche de nous, tant qu'à faire. C'est vraiment le constat sur lequel on part dès le départ. Ensuite, donc, les différentes opportunités d'éco-produits. Seulement, à ce moment-là, arrive l'éco-conception, pour nous, tout du moins, selon notre point de vue. Et ensuite, je suis désolé, c'est l'alarme pour le parking. Donc ça ira. Je préfère le dire. Mais donc voilà. Et donc, une fois qu'on a l'éco-conception, il y a quand même un point qui est essentiel, c'est que de plus en plus on parle de l'ACV, etc., qui intervient dans l'éco-conception, mais le tout est de se dire quand est-ce qu'on fait l'ACV finalement? Est-ce qu'on l'a fait avant pour constater que notre produit n'est pas super bon, ou est-ce qu'il est déjà très bon et puis on n'a pas besoin spécialement de l'améliorer, ou est-ce qu'on doit le faire après avoir fait l'éco-conception? C'est toujours une question à se poser, et pour éviter de dépenser de l'argent aussi pour rien quelquefois, et voilà. Et ensuite donc il y a un point qui est la mise en œuvre industrielle et des synergies, comment est-ce qu'on arrive à produire. On a bien vu la démonstration, notamment avec l'utilisation des journaux pour réussir à faire des isolants. C'est comment est-ce qu'on produit? Est-ce qu'on produit en interne? Est-ce qu'on produit avec des acteurs? Est-ce qu'on fait des synergies, etc. Et ensuite, le lancement de la filière en tant que telle. Bref. Alors, la méthodologie aujourd'hui, je passe la loi AGEC. Je pense que tout le monde est plutôt bien au fait sur tout ce qui est loi AGEC, mais ce qui est important quand même, c'est de se dire qu'on a des objectifs qui sont fortement renforcés et qu'on doit aller vers ces différentes targets aujourd'hui qui sont les plus... qui sont très ambitieuses, mais qui sont réalistes aujourd'hui. Pour reprendre la définition, je vais éviter de reprendre la définition exacte qui a été donnée par le ministère de la Transition écologique, vous pouvez facilement la retrouver, mais comment est-ce qu'on va nous la décliner? C'est notamment en fait de retrouver
à service rendu identique, un produit éco-conçu est source de moins d'impact sur l'environnement que d'autres produits similaires. Jusqu'à là, ça semble plutôt simple. On a plusieurs axes pour réussir à y travailler. C'est soit l'amélioration du produit en tant que tel, soit reconcevoir le produit en tant que tel, soit l'innovation des différentes fonctions, soit l'innovation du système en tant que tel. Si jamais on arrive à travailler sur les 4 axes, c'est le top, on optimise encore mieux, et puis au moins on est certain de ne pas devoir refaire des rajouts par la suite. Comment est-ce que ça peut se décliner? Tout d'un moins, oui. Ok, je me dépêche. C'est dans la méthodologie d'éco-conception, c'est nous ce que l'on décline tout du moins chez Néo, c'est de se dire finalement il faut commencer par faire de l'analyse, ensuite il faut de l'idéation, donc il faut de la créativité, mais il ne faut pas que des créatifs quand on fait de l'idéation, il faut des gens très pragmatiques également, parce que si jamais on n'a que des créatifs autour de la table, à un moment donné on va rêver, mais le rêve restera au stade de rêve, et donc il n'y aura pas de mise en place concrète, donc il faut avoir des gens très pragmatiques également, qui vont intervenir. Ensuite, on passe à la phase de conception et ensuite à la phase d'industrialisation. Il y a différents exemples d'outils, je vais passer assez rapidement ensuite pour pouvoir analyser, etc. Mais je vais les passer très rapidement. Je voudrais revenir sur quelques cas concrets. Donc ça, par exemple, c'est un test qu'on a fait, nous, lors de la formation éco-conception d'une partie de l'équipe également. Donc comme je le disais, on travaille déjà depuis longtemps, toute l'équipe, sur des éco-matériaux, sur des éco-produits. On a une équipe qui travaille spécifiquement sur l'éco-conception aujourd'hui chez NeoEco. Ça représente quasiment 10 personnes. Et donc, ça, c'est un test qu'on a fait, par exemple. On a eu l'occasion de travailler sur des haltères en recyclé dans le passé. Et on a fait en fait 2 équipes pour réussir à retravailler sur ces différentes orientations. Ça, c'est les process qui sont mis en place. En gros, on voit qu'on a 2 équipes qui travaillent sur le même projet à la base. Là, ici, on a la représentation de comment est-ce que c'est travailler et quels sont les différents objectifs qui sont respectés aujourd'hui et à quel point, à quel niveau. Et en fait, ce que je voudrais juste vous montrer, c'est que on a donc un croisement, donc là sur l'équipe A qui est en verte, donc pour réussir à améliorer l'alter du client de base. Et on a une équipe B qui a travaillé sur des axes carrément différents finalement. Donc l'éco-conception, il n'y a pas une seule réponse. Chaque équipe travaillera certainement différemment dessus. Le tout, c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à améliorer au maximum les différents points. Et parfois, je pense que c'est l'un des points de toute façon essentiels, c'est de se dire comment est-ce qu'on arrête la recherche de l'éco-conception pour passer à la mise en œuvre et puis de réellement agir, parce qu'on peut chercher toute sa vie autrement et trouver des belles choses, mais si jamais on passe pas le cap à un moment donné de réaliser, ça reste dans un beau tiroir pour l'éco-conception. Continuité chez Néo, alors juste pour vous montrer, ça c'est les différentes personnes qui avaient été formées. On a d'autres personnes qui ont été formées depuis aussi chez Néo. Ça permet de mettre un petit trombinoscope dessus aussi. Ça c'est quelques réalisations. On a quelques produits notamment qui sont présents en bas, qu'on a développés maintenant depuis pas mal d'années, qui sont réalisés. On a réalisé aujourd'hui un peu plus de 500 éco-produits, éco-matériaux basés sur des déchets à la base. Donc voilà, c'était juste pour l'orientation. Ici, quelques orientations de projets qui ont été réalisés également en éco-conception ou tout du moins en éco-produits tel qu'on le disait par la suite chez nous. Un petit focus sur les sédiments très rapidement, mais c'est parce que c'est quand même assez important. On a dit qu'il fallait réussir à quelquefois améliorer notamment l'usage, par exemple, d'un produit, réussir à incorporer, pourquoi pas, des matières, réussir à travailler différemment. Ici, l'hydrocyle, que vous connaissez peut-être dans le monde de l'aménagement notamment, c'est une pièce béton qui vient dans des parkings réservoirs. Et à quel point est-ce que c'est important aujourd'hui ? C'est qu'avec les inondations et avec la montée des eaux, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important finalement, de réussir à tamponner l'eau au maximum. Je ne dis pas que c'est la seule solution, il y a plein d'autres solutions, les SFN, solutions fondées sur la nature, etc. aussi, mais surtout, il faut pouvoir accélérer aussi sur des infras comme celle-ci. Ce qui est bien avec ce produit, c'est que plutôt que d'avoir un bassin de tamponnement qui est réalisé avec d'autres types de matières habituellement, on a réussi à venir intégrer des sédiments qui sont problématiques aujourd'hui pour une structure qui s'appelle VNF, Voie navigable de France. Et puis, en plus de ça, en fait, on vient avec une contrainte technique qui est habituelle sur les parkings ou sur des voies de passage de véhicules lourds ou quoi que ce soit. On arrive en fait à avoir une portance aux alentours de 50 MPa, donc passage pour les camions finalement, avec des hydrocyles qui sont capables de retenir jusqu'à 600 litres d'eau dans 1 mètre cube d'hydrocyle.
Très rapidement, ça c'est le laboratoire d'inocuité environnementale qu'on a chez NeoEco, qui a été sponsorisé aussi par l'Europe et par la région Hauts-de-France, notamment dans le cadre du développement des sédiments. Pourquoi est-ce que je vous montre ça? C'est que c'est pas parce qu'on fait de l'éco-conception avec des déchets qu'on ne contrôle pas la qualité du produit en sortie. Et donc ça, c'est un laboratoire d'inocuité environnementale qui est unique aujourd'hui et qui permet en fait de s'assurer que les matériaux qui ont été réalisés ne rejettent pas de polluants dans l'environnement. Donc on a des planches d'expérimentation, etc., qui sont réalisées. On pourra en discuter un peu plus en détail par la suite si vous le souhaitez. Le petit point sur l'écosystème de spin-off également que NeoEco a développé au fur et à mesure du temps. Comme je le disais, on a travaillé sur énormément d'éco-produits et d'éco-matériaux. Chaque jour, quasiment, on a une opportunité et puis on a vraiment envie d'y aller. Hein. Mais on développe en fait les éco-produits et les éco-matériaux pour des partenaires à la base. Parfois, pour des questions de lobbying ou pour des questions de structures non existantes, eh ben, on est capable aussi d'appuyer sur le bouton pour réussir à démarrer des structures. Et notamment, je vais parler peut-être de 2 structures là ici, mais Valam, par exemple, qui est donc solution sur la valorisation de l'amiante. Comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à valoriser l'amiante sans la vitrifier ou quoi que ce soit? On est capable, en fait, avec une usine et une société des Hauts-de-France, de nettoyer la fibre de silice, de son magnésium notamment, et puis des autres composantes, pour réussir à avoir des matériaux qui vont être utilisables par la suite, sans avoir la dangerosité de l'amiante qui est présente initialement. On pourra en reparler parce que ça prend un peu d'éléments pour pouvoir vous détailler exactement comment ça fonctionne, mais c'est validé par l'Adréal, etc. aussi aujourd'hui. On a Neosem aussi, et ça c'est parce qu'on est aussi sur une zone où on est assez proche de Neosem. On est en train de développer une usine de fabrication de lits en bas carbone, de ciment bas carbone, donc 200 000 tonnes annuelles de fabrication de ciment à partir d'argiles qui sont issues des chantiers, donc soit de déconstruction, soit d'aménagement. Et donc on vient rechercher ces différents argiles qui sont habituellement problématiques pour réussir à en refaire des ciments bas carbone. Quand je dis bas carbone, ça veut tout dire et rien dire la plupart du temps. Alors ces ciments bas carbone, à la fois ce sont des ciments faits avec des matières usagées, et en plus de ça, 0 minutes, fini, désolé. Et donc pourquoi bas carbone? Parce qu'on passe à peu près de 974 kilos, je pense, par tonne de ciment habituellement en production, à peu près 80. Donc on est vraiment sur une diminution très très forte, avec des matières en plus de ça qui sont disponibles. Bref, j'ai à peu près réussi à tenir le... J'y croyais pas. Merci beaucoup en tout cas. Merci Guillaume. N'oublie pas de remettre un ticket de parking, sinon on se cotisera. Voilà, donc peut-être qu'on a des questions, des réactions par rapport à ce qui a pu être dit sur le sujet du recyclage. Peut-être pour rebondir par rapport à ce qui a été dit sur la... Tu voulais placer un mot avant, Sabine? Je voulais dire que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé réemploi pendant la journée. Et pour autant, le volume actuellement, c'est bien du recyclage qui vient, j'ai envie de dire. Et bon, un sujet qu'on n'a pas forcément abordé non plus, mais le volet sobriété. Pensez avant de construire, pensez est-ce qu'on a déjà des constructions qui sont faites, des bâtiments, est-ce qu'ils sont bien occupés? Optimiser l'occupation des bâtiments est également un sujet. Et au niveau des synergies qui peuvent se créer, c'est ce que l'on voit. On a besoin chacun d'apporter sa pierre à l'édifice au niveau de l'économie circulaire. Là, c'est vraiment flagrant également au niveau du recyclage. Au niveau des maîtres d'ouvrage, quand même des choses à faire au niveau des cahiers des charges. Donc globalement, quel est le message à passer aujourd'hui à des maîtres d'ouvrage qui disent moi je veux vraiment être dans l'économie circulaire, je veux vraiment optimiser la matière aussi et participer également à ce qu'il y ait moins d'extraction, à ce qu'il y ait moins de CO2 émis, enfin moins de gaz à effet de serre en tout cas émis dans l'atmosphère. Quel serait votre message à passer? Je pense qu'il y a un message et un seul. Le maître d'ouvrage est celui qui commande, au sens propre comme au sens figuré. Et donc, c'est à lui d'imposer effectivement sa stratégie bas carbone, d'imposer sa volonté et de dire effectivement, je veux concevoir bas carbone, je veux rénover bas carbone. On ne peut plus simple. C'est une question de volonté. C'est une question de volonté de la part de la maîtrise d'ouvrage et de la part aussi des maîtres d'œuvre. De toute façon, la loi maintenant est là. Le cadre législatif existe. Il ne suffit plus que d'appuyer sur le bouton. Oui, bien sûr.
Alors juste pour compléter, oui, d'être volontaire, ça je suis entièrement d'accord. Et puis aussi par les exemples qu'on a pu donner, montrer que les industriels se sont engagés. Et en fait, le travail est fait. C'est-à-dire qu'on sait faire. On sait recycler du PVC, on sait recycler du vitrage, du plâtre. Et si on travaille bien au niveau du tri, on sait faire aussi. Et on sait même recycler des journaux. Donc en fait, voilà, ouais, volontaire et soyez attentifs aussi vis-à-vis de vos entreprises. N'hésitez pas à les challenger. Je pense que c'est important aussi. Merci beaucoup. Je rajouterai, je me permets très rapidement, mais on travaille beaucoup aussi en AMO, économie circulaire, et puis on travaille beaucoup sur les chantiers, finalement, avec des grandes réussites dans la région aussi. Et réellement, les taux à atteindre en termes de valorisation sont gigantesques. Mais le point, surtout, c'est il ne faut pas sous-estimer le temps de préparation. C'est une fois qu'on commence à répliquer, on a l'habitude et on peut gagner du temps. Mais surtout, quand vous avez un projet, commencez à regarder, c'est une des premières choses à faire, c'est de regarder comment est-ce que vous pouvez intégrer l'économie circulaire dans vos projets. Parce que si jamais vous vous y prenez au moment où il y a le premier coup de pelle qui tombe, ou alors que vous avez déjà lancé vos appels d'offres ou quoi que ce soit, je parle plutôt pour les maîtrises d'ouvrage publics, compliqué. Vous ne pouvez pas mettre de clause spécifique. Là, les différentes applications, que ce soit en construction durable ou que ce soit en déconstruction ou en réhabilitation, vous devez écrire vos ambitions également dans vos cahiers des charges sans avoir de choses qui sont contraires à la commande publique. Vous avez possibilité quand même de réussir à travailler sur des solutions qui vont être économie circulaire fortement poussées et qui pourraient être locales, sans mettre de règles spécifiques. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans tout le détail, mais en tout cas, c'est jouable. Une petite question. Merci pour vos témoignages. Une question pour Selexo, Saint-Gobain, VK et puis NeoEco. Je veux savoir comment vous avez mesuré la performance environnementale de vos produits. Est-ce que c'est par des analyses de cycle de vie ou est-ce que vous avez réussi à projeter ces données sur des FDES justement pour que ça puisse être utilisé dans le bâtiment? Voilà, petite question. Et aussi une question supplémentaire pour Trien Collect sur la partie économique. Est-ce qu'il y a des intérêts économiques qui ont été constatés suite à vos opérations qui peuvent être mis en valeur pour vos clients sur VS, la facture de déchets un peu standard. Merci pour la question. Moi, je vais répondre pour la première question du coup pour Selexo. On a une F2S qui est aujourd'hui collective avec d'autres fabricants de watts de cellulose. Donc, on est conscient qu'en ayant une F2S individuelle, on aurait peut-être quelque chose de plus performant au niveau environnemental. Maintenant, on est encore au début, ça coûte assez cher, donc ça viendra. En tout cas, je l'espère. Donc là, on va un peu calculer du coup l'empreinte qu'on a. C'est plus sur le nombre de journaux qu'on va recycler, le nombre d'exemplaires qu'on arrive à récupérer. Parce que c'est vrai qu'environnementalement parlant, la presse papier, le fait de livrer à domicile, c'est... Je crois que juste pour la Voie du Nord, ça représente 3 fois le tour de la planète chaque soir. Donc forcément, c'est pas terrible. Donc le fait de pouvoir récupérer des journaux qui seraient devenus un déchet et de pouvoir les revaloriser, quelque part, ça permet de diminuer un peu l'empreinte carbone qu'on peut avoir. Donc c'est vrai qu'en termes de calcul aujourd'hui, à part la FDES qui va vraiment certifier ça, c'est plus sur le nombre de journaux qu'on arrive à recycler qu'on peut voir l'impact qu'on a. Donc je réponds à la question donc, concernant le modèle économique. Oui, trier ça coûte moins cher, c'est très clair. Alors je ne sais pas, ça a très certainement été abordé ce matin, mais en tout cas depuis mai 2023, vous avez la REP PMCB, donc des acronymes qui font mal, qui veulent dire responsabilité élargie des producteurs, des produits et matériaux et construction du bâtiment. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez sur tout produit de distribution une écotaxe que va payer n'importe quel consommateur, le particulier et le professionnel, qui permet de mettre en place un système. Donc ce système, c'est le même qui vous permet de pouvoir déposer vos piles ou vos ampoules à votre supermarché gratuitement. C'est la même chose, sauf que le chantier est un sujet plus complexe et que les petites boîtes où on va mettre les déchets gratuitement vont venir jusqu'au chantier. Et donc, ils demandent à des acteurs de le faire.
dont nous, dont des bénistes. Donc aujourd'hui, clairement, le tri, ça coûte moins cher et ça va coûter de moins en moins cher, puisque la REP PMCB a 3 ans de mise en place. Donc aujourd'hui, vous avez un coût de traitement qui est neutre sur les matériaux. Demain, vous aurez une partie du transport qui sera pris en charge. Et après-demain, vous aurez 100% du transport et du coût de traitement. J'aime bien prendre l'exemple, donc moi je suis directeur, je ne m'étais pas présenté, mais donc je suis directeur régional Île-de-France, Hauts-de-France. J'aime bien prendre l'exemple de l'Île-de-France là-dessus, parce que moi mes 2 plus gros clients, c'est Bouygues Construction et Vinci Construction, et je vois quand même une vraie dissonance entre eux et les autres, c'est-à-dire que c'est quand même des très grosses machines, ces entreprises générales, et ils ont quand même un certain ADN pour essayer d'être en amont des problématiques, et clairement sur mon sujet qui est le mien, je trouve qu'ils sont très, très agiles, c'est pourtant des très très grands groupes et ils arrivent quand même à opérer des changements en profondeur, parce que je peux vous garantir que faire trier sur un chantier, c'est un vrai changement en profondeur, surtout à l'échelle de groupes dont je parle. Et en même temps, parallèlement, c'est eux qui ont développé les plus tôt leur filiale de réhabilitation en site occupé. Donc aujourd'hui, en Ile-de-France, ils sont hégémoniques avec des clients comme CDC Habitat ou le groupe Action Logement, parce qu'ils ont un temps d'avance sur les sujets. Et moi, je le vois sur mon sujet déchets, ils ont clairement un temps d'avance. Donc pour moi, le recyclage et le réemploi, c'est aussi bien être câblé sur je prends un temps d'avance sur mon marché, parce que la culture de la transformation, elle est longue, et ça va prendre des années de faire changer les entreprises avec lesquelles vous travaillez, les clients, la maîtrise d'œuvre. Aujourd'hui, en Ile-de-France, il y a par exemple le cabinet architecte Grand 8, qui est assez intéressant dans sa posture et emploi, qui fait des audits de tout ce qu'il y a à disposition pour dessiner le projet en fonction du réemploi. Donc il parle souvent des histoires de garde-corps, mais c'est assez intéressant. C'est-à-dire plutôt dessiner un garde-corps que je vais faire produire, quels sont les garde-corps qui ont été déposés sur des opérations pour dessiner mon projet. Voilà, donc tout ça, ça prend quand même beaucoup de temps et c'est des vraies pratiques à modifier. Donc voilà, c'est peut-être réponse un peu longue, je sais pas. Pour revenir à la première question sur les FDES, on a une équipe ACV, c'est vraiment un domaine d'experts. Saint-Gobain est l'un des premiers fournisseurs de FDES sur la base Ignace. La plupart de nos produits sont tous représentés. On a également des FDES système. Ça, c'est très important parce que quand vous mettez en œuvre une plaque de plâtre ou avec de la laine de verre et dans un système complet, c'est très important de ne rien oublier et donc d'avoir vraiment le système complet. Voilà, donc effectivement, les FDES, c'est la data qui permet de valider que ce qu'on a fait est bien. Voilà. Alors, je vais essayer d'être bref aussi. Il y a un premier élément qu'on travaille en se basant sur les déchets à la base, c'est de se dire, en fait, est-ce qu'on arrive à sortir une fiche produit déjà ? Est-ce qu'on a pu sortir le produit ? Et comment est-ce qu'on arrive à avoir des performances comparables ? Donc déjà, il y a un premier travail qui est fait sur la fiche produit en tant que telle. Comment est-ce qu'on réalise un produit à partir de déchets ? Donc ça, c'est l'une des méthodologies qu'on utilise, mais voilà, c'est l'un des premiers points. Deuxième point, en effet, tout ce qui est ACV notamment, et puis FDES, aujourd'hui, on a très peu de produits qu'on produit nous-mêmes. La Néocem donc, va être un gros démarrage aussi là-dessus. On a quelques autres produits sur lesquels on avait travaillé, notamment Néobloc qui est en bas, qui n'est pas développé encore à l'échelle industrielle. Mais l'ACV, notamment, oui, à Imagreen, avec qui on bosse beaucoup sur les sujets justement d'analyse de cycle de vie notamment. Et puis, on a un point autre aussi, c'est qu'on a évalué donc bien sûr la partie carbone et qu'aujourd'hui on est accompagné aussi par un organisme carbone pour réussir à travailler sur le côté économique du carbone. Quels sont les crédits carbone qui peuvent être évalués. Et donc il faut qu'il y ait une lecture qui soit extra pragmatique pour que cet organisme veuille bien justement travailler sur ce côté économique du carbone. Donc c'est quelque chose qui est en train de se développer. Je ne sais pas si c'était clair ou pas, mais en gros, il y a un travail ACV souvent qui est fait, il y a un travail éco-conception qui est dans notre métier habituel, il y a un travail en plus de ça sur tout ce qui est... Et je dirais, au-delà de l'impact carbone, il y a surtout quelles sont les matières qu'on a réussi à substituer et donc à réussir à économiser quoi, finalement. Donc on essaie d'utiliser le maximum des outils. Il y en a d'autres, il y a Will quelque chose aussi. Enfin, on a plusieurs qui sont utilisés. Mais je redonnerai après si possible. Je vais être le dernier à répondre à la question. Je vais répondre aux deux questions. Parce que nous avons des FDES, effectivement, mais nous avons aussi un bénéfice dans le recyclage.
Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons effectivement 4 FDES à l'heure actuelle que nous continuons à améliorer, qui sont en ACV, donc sur le cycle complet de vie, depuis l'étape de production jusqu'à l'après-fin de vie avec le module D. Donc, et comme nous recyclons en boucle fermée, finalement, nous avons un module D négatif. Ce sont des FDES partenaires VK, donc nos clients fabricants de menuiserie peuvent revendiquer sur une fenêtre complète, y compris le vitrage. Ils peuvent la revendiquer à partir du moment où ils s'impliquent dans la démarche, donc la collecte de données ou alors la démarche d'éco-conception, en envoyant chez VK Recyclage les chutes de production ou les fenêtres qui pourraient être amenées à collecter. Donc là-dessus, je pense qu'on est bon. On est en plus en version 1.2. On est à jour de ce côté-là. Côté bénéfice, le recyclage, maîtriser le recyclage pour une entreprise, c'est maîtriser son sourcing de matière et le prix de sa matière première. C'est là le bénéfice pour VK. Et c'est d'ailleurs ce qu'avait compris le fondateur de VK, alors qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais il a très vite compris que le PVC se recyclant à l'infini, et pour les besoins de la fenêtre, on peut aller jusqu'à 8 fois sans devoir redoper la matière. C'est important. 8 fois, c'est entre 240 et 400 ans, si on prend une durée de vie d'une fenêtre entre 30 et 50 ans. Donc il a très vite compris que maîtriser la collecte et le recyclage des menuiseries, c'était maîtriser son sourcing de matière, maîtriser le prix de la matière et s'affranchir des aléas. Et c'est un sujet que, en France, dont on ne parle pas assez, que certains industriels ne comprennent pas, mais c'est vraiment fondamental. Ça nous a permis de passer très facilement la période post-Covid, puisque toutes les usines se sont arrêtées. Il n'y a pas eu d'entretien pendant les 2 mois d'arrêt du monde entier. L'entretien s'est fait après. Donc le temps qu'on entretienne les usines, on produisait moins de résine de PVC. Certains de nos confrères ont été en très très mauvaise position puisqu'ils étaient contingentés. Et ça nous a permis aussi de passer relativement bien la période de hausse du coût de la matière, puisque le PVC a quand même bien augmenté, comme toutes les matières. Donc le fait de fabriquer notre matière nous a permis quand même de traverser un peu plus tranquillement cette période. Donc il y a aussi des bénéfices pour les industriels. Pour les filières, c'est vraiment fondamental. Et dans le contexte géopolitique actuel, maîtriser son sourcing de matière, ça devient quelque chose d'essentiel. Et s'il y a un bénéfice au niveau national, aussi bien pour le réemploi, en ce qui concerne le réemploi, ce qui concerne la réutilisation et le recyclage, c'est bien celui-là. C'est maîtriser sa matière, maîtriser le sourcing de matière. Du coup, comme on était... Une question peut-être, non ? S'il y a une question. Une petite information, comme on parlait beaucoup de l'importance... Ah, excuse-moi Guillaume, vas-y. Désolé, juste un mini point, mais c'est vrai que c'est parce qu'il y a plein d'études qui sont lancées et qui sont hyper utiles pour chacun d'entre nous, que ce soit pour des maîtrises d'ouvrage ou que ce soit pour des fabricants ou des industriels, etc. Il y a des études qui sont lancées par l'ADEME régulièrement et par les territoires aussi pour tous les écosystèmes qui existent. Et on l'a vu tout à l'heure avec l'ESS notamment. Puis c'est vrai qu'il y a certaines études qui sont en train d'arriver, notamment l'EDPM par exemple, qui est en train d'arriver aussi sur les territoires. Réemploi, réutilisation aussi au niveau national pour l'ADEME et fait quelquefois au niveau régional. Et c'est juste... En fait, si jamais vous n'avez pas l'info, allez la chercher peut-être auprès de nos institutionnels qui travaillent sur ça au quotidien, et ça permet déjà de bien avancer sur certains éléments. Enfin, c'était juste le petit point, mais c'est la première étape. Et comme ça, au moins, ça vous évite quelquefois de soit commander une étude, ou soit de travailler sur une étude sur laquelle des études ont déjà été réalisées, et ça vous permet de pousser un peu plus loin quelquefois pour aller chercher des éléments complémentaires. Promis, j'en arrête. Désolé. Je vais remettre une pièce dans la machine. Ça, si vous le voulez bien. Il y a une dernière question. Je peux poser la mienne. On a parlé du sujet des assurances à la table ronde précédente. Je voulais savoir s'il y avait des parallèles à faire ou s'il y avait des choses à dire particulières sur le sujet. Je pense que c'est un sujet. Comment aujourd'hui il est pris en compte? Est-ce qu'il y a des débuts de pistes, ou est-ce que c'est pas un sujet, hein? En tant qu'industriel, en fait, on valide les matières premières qu'on réintroduit dans nos procédés. Et donc, pour nous, c'est équivalent à un produit standard.
Donc par exemple, quand on recycle Orae avec 64% de contenu recyclé, a exactement les mêmes caractéristiques, les mêmes garanties qu'un vitrage classique traditionnel. Voilà. J'ajouterais effectivement que quand on produit la matière recyclée, on a quand même un cahier des charges en vue de certification NFQB. C'est la même chose pour vous ? Qualité interne, voilà. En ce qui nous concerne, on doit répondre à des niveaux de qualité, à un cahier des charges concernant la qualité de la matière en vue de certification NFQB. Donc c'est le seul guide effectivement que l'on a. Il n'y a pas de questions effectivement liées à l'assurance comme il peut y en avoir dans le réemploi. Juste un point, parce que c'est vrai qu'il y a le fait pour vous de refaire un produit, et il y a le réemploi aussi, et c'est vrai que c'est l'une des vraies questions qui se posent la plupart du temps. Je pense, alors je ne vais pas parler pour les différents acteurs, mais en tout cas les architectes et les collèges d'architectes, notamment en assurance, commencent à se poser la question, parce que c'est eux qui interviennent quand il y a des dégradations, et ils se posent toujours la question de se dire, est-ce que c'est à cause du réemploi, est-ce que c'est à cause des produits faits en économie circulaire ou non ? Et donc là, alors les assureurs savent qu'ils doivent assurer les entreprises maintenant qui font du réemploi et qui font de l'économie circulaire de plus en plus, en prenant des garanties, etc., différentes, quelquefois un peu plus hautes d'ailleurs, mais en prenant des garanties parce qu'ils savent très bien que le business est en train de se tourner là-dessus, et leur business donc doit se tourner là-dessus aussi, parce qu'autrement, ceux qui ne tireront pas assez vite n'iront pas vers les entreprises qui travaillent dans le domaine. C'est fortement lié donc justement au collège d'experts. Il y a un collège d'experts qui va bientôt venir chez nous, notamment pour pouvoir en échanger, pour regarder sur les différentes pratiques qu'on a déjà pu avoir sur les différents bâtiments et mieux comprendre le domaine de l'économie circulaire, parce qu'en fait c'est quelque chose pour eux qui n'est pas spécialement toujours bien connu. Donc on va nous leur donner quelques éléments, mais si jamais vous avez l'occasion de les croiser aussi, c'est peut-être le moyen de réussir à les rassurer, parce que c'est toujours le point, c'est de réussir à rassurer pour que les assurances puissent prendre en charge et avoir le moins de risques possible, et puis derrière qu'il n'y ait pas le produit finalement en réemploi ou en économie circulaire qui soit le premier visé dès qu'il y a une dégradation dans un bâtiment, parce que c'est un peu ce qui est fait en ce moment. Pour l'instant. Enfin, nous, on a eu le cas de figure une fois sur un béton notamment recyclé qui était clean, qui respectait toutes les conformités, mais en fait, c'était une problématique de quantité d'eau qui avait été mise dans le béton et pas de la qualité des granulats recyclés. Et tout de suite, ce qui a été mis en cause, ça a été de se dire ça doit être à cause des granulats recyclés. Et une fois qu'on a refait les tests directement de carottage et les différents tests pour le granulat type 1, etc., on s'est bien rendu compte qu'il n'y avait pas de dégradation à ce niveau-là. Donc, voilà, bref. Bien, merci. Très bien. Du coup, moi, j'ai apporté un petit complément quand on est toujours sur la partie recyclage. Je ne sais pas si vous avez la petite zapette. Une bonne information, quand même. Nous avons répondu à un appel d'offres ce matin. On était avec les éco-organismes, notamment Valobat, et nous avons répondu à un appel d'offres, un appel à manifestation d'intérêt pour eux. Et donc, je peux vous annoncer d'ores et déjà que nous avons des formations que nous proposons pour des entreprises de bâtiments, les PME notamment, à les accompagner à comment trier les déchets sur le bâtiment, sur leur chantier. Alors on en a deux différentes, une plutôt à destination des chefs d'entreprise, des conducteurs de travaux et des chefs de chantier en inter-entreprise. C'est des formations qui durent de 2 heures à une demi-journée. Une demi-journée si on inclut une visite. Globalement, c'est des formations qui sont gratuites, qui sont prises en charge et qui bénéficient du soutien des éco-organismes. Également une deuxième formation à destination là des chefs de chantier, des compagnons plutôt en intra-entreprise. C'est des formations qui sont délivrées de 30 minutes à 1h30 suivant si on met ou pas en pratique, si on les accompagne jusqu'à la mise en pratique sur chantier, mais en tout cas ça se fait sur le chantier. Et là on s'est fait accompagner avec des partenaires locaux pour être au plus près de vous, au plus près des chantiers et pouvoir plus facilement délivrer ce genre de formation. Donc si vous avez besoin sur vos chantiers, alors là je m'adresse aussi bien aux maîtres d'ouvrage par rapport à leur propre chantier qu'aux entreprises de bâtiments. Si vous avez besoin sur 2025, parce que là 2024 c'est fini, de mettre ça en œuvre, n'hésitez pas, c'est totalement gratuit et ça va tout à fait dans le sens de la REP PMCB pour pouvoir mieux trier, et on a vu aujourd'hui tout l'intérêt du tri. Donc voilà.
Je remercie beaucoup les différents participants et de cette table, mais également de toute la journée. Je vais vous faire